Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et merci de nous rejoindre ce matin, ce samedi, pour ce webinaire numéro 2 organisé par maradio.be, webinaire numéro 2 qui a pour thème l'arrivée des radios privées indépendantes en DAB+. Alors rapidement, un petit sommaire de notre heure et demie que nous allons passer ensemble. D'abord, on fera une petite introduction de quelques points pour rappel et pour recontextualiser un petit peu nos discussions. Et puis, nous viendrons à toutes les questions qui ont été posées par les différents éditeurs indépendants qui sont concernés par le démarrage du DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je voudrais remercier les intervenants d'aujourd'hui qui nous aideront à répondre, on l'espère en tout cas le mieux possible, aux différentes questions qui seront posées. Merci à Vincent Chapoulot, conseiller auprès de la ministre des Médias, Madame Linard. Merci à Thibaut Mulatin, directeur du pôle médias et de l'aide à la presse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et merci à Xavier Jacques Jurion, qui est responsable de l'unité radio du CSA. Petite règle en vigueur dans ce genre de webinaire, mais tout le monde les connaît aujourd'hui, eh bien, c'est de bien vouloir couper les différents micros pendant les interventions et présentations. Et puis, lorsque on souhaite intervenir, ne pas oublier d'utiliser la petite main levée, ce qui nous permettra de pouvoir bien organiser les choses ou de participer aux questions-réponses via les petits éléments qui sont là, Q&R en bas de l'écran ou discussion. Voilà, eh bien, avant de activement lancer le débat, je vais céder la parole à Francis Goffin, qui est le président du conseil d'administration de maradio.be, pour un petit mot d'introduction. Bonjour Francis. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et pour ma radio, c'est un jour important puisque nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle étape du déploiement du DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles avec cette année le déploiement de nouveaux MUX locaux de DAB+. Il y en a un qui est déjà parti, qui est lancé. Bravo à vous, à l'équipe qui l'a lancé. Et il y en a, on le sait, certains autres qui sont dans le pipe, comme on dit, et bravo à eux aussi. Et puis, il y a tous ceux qui attendent l'une ou l'autre réponse avant d'y aller, et on va tenter de les aider à faire le chemin vers ce DAB+, qui est évidemment un énorme avantage pour notre secteur radiophonique. Alors, avant de lancer la discussion, je voulais quand même rappeler, il me semble qu'à mes yeux, c'est important de rappeler que nous avons tous, en tant que broadcaster, en tant que radio, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons une chance, c'est que nos autorités publiques nous accompagnent et nous aident dans cette migration numérique qui est fondamentale pour l'avenir de notre secteur, puisque en matière d'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons tout d'abord évidemment un cadre juridique et régulatoire qui favorise cette migration, et donc c'est évidemment la base la plus importante. Et puis nous avons des aides substantielles sur le plan financier, des aides qui ont permis de financer tout ou partie des infrastructures du DAB+. Pour ce qui concerne les radios de la RTBF et des réseaux qui ont démarré, l'aide de la communauté française, c'est 42% des investissements sous forme d'aide remboursable à apporter à la RTBF pour faciliter le démarrage. Et puis, vous le savez, pour les radios indépendantes, c'est 100% de financement des infrastructures. En tous les cas, cette partie-là est prise en charge à 100% par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est également une subvention qui permet aussi de nous aider, nous, en tant que MaRadio, une subvention annuelle qui permet de financer la gestion et la production des campagnes de promotion, qui permet d'avoir la gratuité d'accès à radioplayer.be. Et ce financement, avec le financement également de la RTBF et des réseaux privés, nous sommes dans un financement mixte au sein de MaRadio, ça permet de déployer des campagnes, on va le voir, qui ont eu un effet extrêmement positif déjà
sur le démarrage du DAB+, puisque le rôle des radios, c'est d'apporter les espaces publicitaires et les espaces de promotion ou les campagnes éditoriales également pour favoriser la connaissance du DAB+ par le public et son équipement. Alors, ceci étant dit, bien entendu, tout n'est pas rose, on le sait. Pour les radios indépendantes, ce n'est pas toujours évident de passer au DAB+. Il y a eu évidemment, et il y a encore les difficultés de se mettre d'accord pour trouver un opérateur commun. Ça a été le cas entre la RTBF et les réseaux privés. Ça a mis plus d'un an pour trouver un accord. Donc, on sait que ce n'est pas simple entre concurrents de se mettre d'accord et pour trouver cette entente absolument indispensable, puisqu'on est dans du multiplexage, donc pour avoir l'opérateur commun DAB+. On sait aussi qu'il y a pour bon nombre de radios une difficulté économique à financer le simulcast, c'est-à-dire la diffusion FM qui continue, qui souvent ne coûte pas très cher parce que tout est amorti et que voilà, c'est comme ça, tandis que le DAB+, c'est un coût nouveau et donc ce coût d'exploitation est parfois difficile à faire face. Et puis, il y a aussi l'optimisation de la couverture DAB+, qui pose des questions, et puis d'autres questions que vous nous avez posées. Et donc, il nous a paru très important de faire ce séminaire, puisque nous sommes là pour accompagner toutes les radios et pour répondre, on l'espère le mieux possible, aux questions que les radios indépendantes se posent avec ce séminaire spécifique. Alors, une remarque qu'on nous fait régulièrement au sein de ma radio, c'est comment se fait-il que la RTBF et les réseaux privés se sont déjà lancés dans le DAB+, sans attendre les radios indépendantes? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, il y a eu le lancement en Flandre en 2018 du DAB+, et on attendait ce moment depuis longtemps en côté française, et donc on n'a pas voulu rester à l'arrière de la Flandre. Et donc, on a commencé en 2018 avec ces premiers tests en novembre 2018. Et puis, il y a eu un accord entre la RTBF et les réseaux en 2019 qui ont permis de démarrer. Mais ce démarrage, en fait, c'est vraiment l'amorçage d'une pompe. On est parti de rien du tout, de zéro auditeur. Et en quelque sorte, ça a été un financement à fonds perdu pendant 2 ans, puisqu'il y a eu des coûts importants pris en charge par ces radios et sans recettes nouvelles, puisque voilà, il a fallu amorcer une pompe. Et à ce titre-là, avant de lancer le débat, je voulais partager avec vous le résultat de cette pompe qui a été amorcée. C'est un résumé ultra succinct du webinaire sur l'étude Ipsos. Alors, je pense que mon partage d'écran est correct. Dites-moi s'il y a un problème, Eric. Voilà, donc on a une étude Ipsos qui est la même que celle qui a été initiée en Flandre. Et d'ailleurs, on s'est calqué sur celle-là pour qu'il y ait une comparaison possible en Belgique entre le nord et le sud du pays. C'est 1500 interviews par vague. On a fait une première vague en 2018, à la fin 2018, une deuxième fin 2019, une troisième fin 2020, et ça devrait continuer ainsi chaque année. L'année 2018, c'est l'année zéro, puisqu'il n'y avait pas encore vraiment de campagne de promotion. C'était l'année où la Flandre a démarré. Donc, voilà, pour nous, c'est l'année zéro, avec ces premiers tests, mais qui n'avaient pas du tout été promotionnés. Et puis, il y a eu l'année 1 avec la première vague de campagne marketing qui était importante, déjà 1 412 000 euros d'espace. Et puis, une deuxième année avec 2 840 000 euros. Attention que 2020 est une année Covid et donc qui a pu induire des comportements, on le sait, avec le télétravail, la baisse du trafic routier et donc de l'écoute en voiture. Ça a pu apporter des impacts en termes d'observation de la consommation de la radio. Alors, quels sont les critères qu'on mesure? C'est ceux-ci, vous les voyez à gauche, la notoriété, qu'elle soit spontanée ou aidée, l'audience, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs qu'on touche en pourcentage de la population, en DAB+, et tous les canaux, la part de marché, donc la part d'écoute qui est faite le volume d'écoute qui est fait en DAB+, et celui aussi sur tous les canaux numériques, la position DAB+, parmi les 3 technologies numériques qui existent, c'est-à-dire Internet, la télévision et le DAB+, et ensuite l'équipement des auditeurs, ceux qui vont certainement s'équiper, qui le déclarent ainsi, et le pourcentage de satisfaction. Alors l'année zéro, vous voyez la notoriété du DAB+, spontanément était très faible, 25%.
Quand on aidait à la définition, on avait 52%. Et puis, vous voyez l'impact du marketing. On a fait un saut gigantesque à 62% en 2019 en spontané, et puis 71 en 2020. Et en aidé, on est à 81% maintenant. En termes de reach, on était vraiment, c'est là où je dis amorcer la pompe. On avait 4% d'auditeurs qui déclaraient écouter le DAB+. On avait une audience numérique cumulée Internet, télévision et DAB+, de 35% du total de l'écoute. La part de marché du DAB+, était de 2% et la part de marché de tous les canaux numériques était de 17%. Et le DAB+, était la troisième et dernière technologie numérique. Et puis, vous voyez le bond gigantesque qu'on a fait en 2 ans. Aujourd'hui, le DAB+, est la première technologie numérique. Il y a 20% de la population qui l'utilise. On est passé à plus de 50% de part d'audience numérique et la part de marché du DAB+ est de 14% dans tous les canaux et 34% numérique. On avait 5% seulement des auditeurs qui étaient équipés, 5% qui déclaraient s'équiper. On est passé aujourd'hui à 22% qui sont déjà équipés, plus 8% qui déclarent s'équiper. Vous voyez que quand on déclare qu'on va certainement s'équiper, ben, ça se concrétise l'année suivante, on le voit très très bien. Et puis à partir de 2020, on a mesuré le taux de satisfaction de ceux qui ont le DAB+, et vous voyez, il est extrêmement élevé, 95%. Voilà ces chiffres, et puis voilà, notre objectif, c'est de convertir un maximum d'audience, de notre audience FM en DAB+, puisqu'on est dans un modèle broadcast qu'on essaye de préserver en le digitalisation, puisque le modèle broadcast a plein d'avantages. Voilà, on en était en 2018, en année zéro, avec 2% de DAB+, 7% de télévision, 9% d'Internet, 81% de l'AFM en volume d'écoute. Et donc, on était à 17% numérique et 83% broadcast. Et voyez l'évolution en 2020. Voilà, on est passé au DAB+, qui est devenu la première plateforme numérique. Derrière Internet, qui a beaucoup progressé avec probablement un impact Covid, puisqu'une écoute à domicile peut être en Wi-Fi et puis moins en voiture. La télévision qui est stable. Et vous voyez qu'en numérique, on est passé de 18 à 34%. Voilà, ça nous fait dire que voilà, c'est un TGV qui est maintenant installé, mais qu'il est temps de prendre. Voilà, et je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir de ne pas avoir démarré plus tôt, puisque c'est vraiment la préparation de ce TGV qui maintenant peut démarrer avec toutes les radios indépendantes également. Voilà, et bon séminaire. Merci Francis pour ces précisions importantes. Je vous propose de pouvoir y revenir un petit peu plus tard si vous avez des questions. Alors rapidement, un point également de rappel que nous souhaitions faire, qui est important. J'imagine que tout le monde voit cet écran. C'était la mission, les missions de maradio.be. Souvent, on a ces interrogations-là, ces questionnements qui nous arrivent. Il était important de rappeler quelle était notre mission. Notre mission, évidemment, est au profit de toutes les radios de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je vous remercie encore d'être là parmi nous aujourd'hui. Et notre coopérative, notre société, elle a pour objet toute opération conceptuelle ou matérielle visant à promouvoir, favoriser, soutenir ou développer la diffusion de la radio numérique sous forme numérique terrestre hertzienne, autant sur cet aspect-là que sur les éléments DAB+. Donc, ce qui est important, c'est vraiment cet élément-là. Souvent, on nous confond avec le gouvernement, on nous confond avec l'opérateur technique qu'est la RTBF. Non, notre mission, elle est très claire. Et elle est là pour prendre tout le monde par la main dans une communication qui va accentuer, accélérer la transition numérique. Alors, comment fait-on toutes ces opérations qui sont détaillées dans nos statuts? Eh bien, c'est par la création, le développement et l'exploitation de solutions informatiques, hardware et software, typiquement le radio player. Hein, et ces développements permettent la diffusion des radios en ligne. Il faut rappeler que
pour vous, cette diffusion-là est gratuite. Pour les privés et pour le public RTBF, ce sont des solutions payantes. Mais pour vous, la Fédération Wallonie-Bruxelles vous soutient dans cette démarche-là. Et donc, c'est entièrement gratuit. Et puis, le deuxième point, c'est la création, le développement et la coordination des campagnes et activités, y compris techniques, encourageant l'utilisation de la radio numérique terrestre hertzienne et en ligne en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, ce sont des éléments importants à rappeler. C'est notre mission. Nous sommes aussi facilitateurs de plein de choses. On espère en tout cas l'être. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a réalisé ce webinaire à votre attention pour être une plateforme à un moment donné de réunion et de discussion entre l'équipe de Madame Linard, entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et puis le CSA, et nous, s'il y a des questions plus marketing adressées. Avant de rentrer dans les questions, juste un petit point, je vais céder l'écran à Nicolas qui va vite nous faire une petite projection de la couverture estimée des différents MUX locaux en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nicolas, c'est à toi. J'en profite pour vous dire qu'on va évidemment partager énormément d'informations. Cette session est enregistrée, donc elle sera disponible pour tous et sur notre canal YouTube très certainement, mais pour tous si vous voulez regarder ou partager à un moment donné cette présentation avec d'autres. Est-ce que vous voyez ma magnifique carte? Tout à fait. Donc, il s'agit de la partie sud du pays et je vais vous présenter les couvertures théoriques des MUX locaux avec tout d'abord voilà, le SFN de Bruxelles. Vous avez la liste des radios sur la droite, la couverture théorique sur la gauche. Aucun opérateur de MUX n'a été désigné à ce jour. S'ensuit voilà, le MUX de BW Est avec 3 radios, là aussi pas d'opérateur à ce jour. BW Ouest avec un opérateur désigné qui est IMU BW Ouest ASBL. L'opérateur, le MFN de Eno Nord. Le SFN d'Eno Ouest, là aussi un opérateur désigné, Eno Ouest DAB+ ASBL. Le SFN de Mons-Charleroi-La Louvière, là aussi un opérateur a été désigné. Le SFN de Hainaut Sud, donc ce sont toujours les couvertures théoriques. Le MFN de Namur. Le SFN de Liège 12B, avec là aussi un opérateur désigné qui est RNI+ ASBL. Voilà, le SFN Liège-Est 11B. Et enfin, le SFN Luxembourg 12B. Vous avez ici un aperçu de la couverture totale de ces MUX locaux. Merci Nicolas. Voilà, on aura l'occasion très certainement de revenir sur ces points-là. Je reprends l'écran et on va rentrer là maintenant dans le vif du sujet avec les questions que vous nous avez adressées. Alors, pour faciliter le travail et les réponses des différents intervenants, on a collecté vos questions et on les a mis par groupe. Puis on a un petit peu résumé, parce que souvent, il y avait des questions qui étaient identiques. Donc, ce ne sont pas techniquement, véritablement, les questions que vous avez posées. Elles y ressemblent. Les questions sont évidemment disponibles et sont très clairement existantes. Elles sont là. On a essayé de les résumer parce que souvent, il y avait différentes questions qui se ressemblaient. Alors, 4 thèmes, la technique évidemment, les finances, le juridique et différentes analyses qui avaient été demandées. Au niveau technique, juste peut-être avant de démarrer les questions en tant que telles, il est peut-être intéressant de rappeler l'idée des commissions d'optimisation de couverture qui vont être mises en place et qui ont été relancées par le CSA et l'administration au niveau de la FM et qui interviendront très certainement au niveau du DAB+. Alors peut-être, Xavier, un petit mot sur ces procédures et la philosophie en fait, de ces commissions d'optimisation qui devraient voir le jour. Bonjour, bonjour.
Il n'y a pas grand-chose à en dire puisque le processus sera exactement le même que celui qui est déjà bien connu pour la bande FM, c'est-à-dire de rassembler les demandes. On va d'abord faire aussi l'état des lieux des installations pour établir les fiches techniques et ensuite rassembler les demandes de modification qui pourront être ensuite validées en commission technique. Si nécessaire, il y aura peut-être des modifications sur une base temporaire qui pourront être actées en attendant la mise en place des commissions techniques, comme on le fait en FM quand il y a un déplacement pour une cause urgente. Et il y en a déjà eu quelques-uns depuis les autorisations de 2019. Mais voilà, donc ce ne sera pas du tout différent du processus en FM. Et nous allons par ailleurs lancer les courriers pour collecter justement ces demandes d'optimisation assez rapidement. Il est à noter qu'évidemment, pour qu'il puisse y avoir optimisation en DAB+, il faut qu'il y ait une autorisation d'émettre qui ait été émise par le CSA. Cette autorisation d'émettre est accordée à l'opérateur technique, étant bien entendu que les éditeurs reçoivent un droit d'usage sur un multiplex et c'est l'opérateur technique qui lui-même mettra en œuvre le multiplex pour les services. Merci Xavier. Juste un petit point dans ce que tu disais. Il faut donc, pour avoir une optimisation, il faut donc déjà être en air pour pouvoir avoir une analyse de la situation. Ça va être difficile d'avoir des demandes avant même d'avoir démarré la diffusion, j'imagine. Pas nécessairement. Le fait qu'il y ait un opérateur technique de désigner ne veut pas dire qu'on est honnête. Ça veut dire qu'il y a un papier qui désigne un opérateur technique, qui a une autorisation d'émettre qui a été c'est de l'anglais, désolé, émise. L'opérateur technique a tout à fait l'occasion de rentrer une demande de modification des conditions techniques d'émission avant l'allumage, évidemment. D'accord, ok. Mais donc, c'est bien l'opérateur technique qui fera cette démarche-là auprès des services du CSA. Oui, tout à fait. L'importance, en fait, c'est d'être certain que les demandes que nous recevons représentent bien une demande qui émane de l'ensemble des radios qui ont un droit d'usage sur ce multiplex. Tant qu'il n'y a pas de consensus sur un opérateur technique, on ne peut pas être certain qu'une demande que nous recevons soit vraiment représentative de l'ensemble des souhaits des utilisateurs de ce multiplex. Parfait, très clair. Merci Xavier. Alors, démarrons peut-être par les premières questions qui ont été adressées et qui sont globalisées ici. Première question, dans le cas d'un changement de site de diffusion par rapport au site cadastré inscrit sur l'appel d'offres, quel serait l'impact au niveau CSA et au niveau subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors, première question, impact au niveau du CSA, ben, ça découle un peu de ce que tu viens de dire, Xavier. Oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en ajouter de notre côté. Oui, ça dépend évidemment des modifications, hein. Il y a toujours véritablement deux types de modifications. Il y a ce qu'on appelle un ajustement, qui est une modification minime, un changement de hauteur d'émission d'1 ou 2 mètres, un petit changement d'orientation, une diminution de la puissance. Par contre, il y a des changements majeurs qui sont beaucoup plus complexes à autoriser, comme par exemple l'ajout d'un point d'émission supplémentaire. Ça n'est pas aussi simple à obtenir, évidemment. Et de toute façon, pour revenir à ce qu'on disait, dans le cas d'un changement de site de diffusion, il faudra qu'il soit validé en amont, ou qu'en tout cas la demande soit faite. Exactement. C'est pas très compliqué à faire, hein. Il suffit de nous contacter et de nous expliquer la modification qui est souhaitée. Et en général, avec les collègues du SGAM, on parvient à répondre assez rapidement à ces demandes. Merci Xavier. Et alors au niveau subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles, peut-être... Excuse-moi, je peux peut-être me permettre d'apporter peut-être une petite précision technique. Merci. Mais, donc, il faut, pour qu'on soit bien clair, on est évidemment tous conscients que les sites d'émission qui ont été déterminés, hein, bon, c'est d'abord une première, hein, d'installer un réseau numérique, non seulement au niveau communautaire, mais aussi et surtout au niveau local. Donc, on est tous bien conscients, évidemment, que les sites d'émission qui ont été déterminés sont par définition des sites d'émission théoriques.
Donc, il y a là-dessus pas d'inquiétude à avoir, c'est-à-dire qu'on trouvera tout à fait logique et tout à fait normal, une fois que l'opérateur, en effet, technique aurait été désigné, qu'on revienne vers le CSA pour demander des optimisations et des déplacements des fréquences qui ont été cadastrées de manière très théorique au départ dans le cadre de l'appel d'offres. Voilà. Donc, la logique de déplacement, elle est quasiment presque naturelle, j'ai envie de dire, puisque par définition, on ne pouvait pas savoir, évidemment, à quel endroit l'opérateur technique pourrait trouver un site voilà, qui est concret, qui est réel pour une diffusion. Donc, à cet égard-là, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude, c'est-à-dire que dès le départ, on est bien dans une logique de revoir la nécessité de bouger le site théorique cadastré pour qu'il soit conforme évidemment en réalité de terrain, aux questions d'infrastructure, d'urbanisme que peuvent rencontrer évidemment et que rencontrera l'opérateur technique. Merci Thibault. Peut-être Vincent, au niveau des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'il y avait une deuxième partie à cette question. Je ne sais pas si ça a un impact quelconque sur les subsides. Bah, c'est un petit peu… je ne sais pas si vous m'entendez, oui. 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 Donc, je pense que, comme on vient de le dire, tout dépend un peu de l'ampleur de la demande d'optimisation et de l'impact, mais on a une enveloppe qui est prévue dans le cadre de l'aide à l'infrastructure. C'est une enveloppe qui est censée couvrir les coûts d'accès à l'infrastructure. Il faut qu'évidemment la demande d'optimisation s'inscrive, je dirais quand même, dans ce cadre budgétaire. On peut imaginer que certaines solutions sont peut-être trop coûteuses et vont dépasser, mais très largement, peut-être la capacité de subside. On n'a pas en communauté française la possibilité de rajouter des financements publics sur ces optimisations. Donc, on a une enveloppe qui doit permettre d'intégrer en principe la mise en œuvre le lancement en tous les cas de ce DAB+. Donc, il faut rechercher là où il y a des nœuds, je dirais, au niveau de l'optimisation. Encore faut-il voir ce que ça va donner. On n'y est pas encore, mais donc il va falloir trouver effectivement des solutions en étant assez pragmatique. Donc, sachant que donc pour le moment, on avait une enveloppe je rappellerai qu'on a on a eu une enveloppe générale d'1 million d'euros qui avait été initiée par le cabinet Marcourt sous l'ancienne législature, que nous avons reconduit l'année dernière et qui a été reconduit cette année en partie en l'imputant, puisqu'il y avait plus une partie de l'enveloppe avait été utilisée déjà. Donc, il reste, puisque certains réseaux ont désigné leur opérateur et donc l'enveloppe pour eux a été liquidée. Donc, une partie restante a dû être complétée dans le cadre du Fonds pour la transition numérique. Mais donc, on en est là. Aujourd'hui, pour le moment, il n'est pas prévu de subsides complémentaires en cas de surcoût d'optimisation, pour être très clair. Et donc, ça ne veut pas dire que, voilà, on ne pourra pas tenir… mais on reviendra là-dessus peut-être ultérieurement sur les aspects financiers. J'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, c'est la situation en tous les cas à cet instant T. Merci Vincent. Les deux autres questions, on a sans doute un petit peu déjà abordé ces points-là. Quelles sont les modalités permettant de déplacer les sites secondaires dans un MUX local? Quelles sont globalement les distances tolérées? Quelle est la procédure à suivre et quelle est sa durée? Mais j'imagine que tout ça revient de nouveau à faire des demandes d'optimisation, de transfert de sites vers le CSA qui transmettra à ce moment-là au SGAM pour analyse.
Je ne me trompe pas, hein, Xavier. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, un petit mot par rapport à cette question sur les distances tolérées. Je pense qu'il vaut mieux prendre des précautions d'usage avant tout déplacement, toute modification des caractéristiques techniques. Il vaut mieux nous contacter pour faire le point. Ça permet d'éviter des problèmes par après. Merci Xavier. Alors, on continue dans les questions de l'ordre technique. Est-ce que tous les sites DAB+ autorisés doivent démarrer en même temps? Xavier? Alors d'abord, de toute façon, au niveau global, non, tous les multiplexes ne doivent pas démarrer en même temps, juste pour balayer l'éléphant. Au niveau d'un multiplex donné, c'est une excellente question. À mon avis, non, pas obligatoirement. L'autorisation qui est conférée désigne une zone de service et des implantations permettant en théorie de couvrir cette zone de service. Je ne suis pas sûr que dans le décret, on ait une obligation d'allumer l'ensemble des émetteurs prévus. Un éditeur a toujours la possibilité de couvrir une zone inférieure que celle qui est autorisée. C'est dans l'autre sens que ça pose plus de problèmes en général. D'accord. Voilà, je peux confirmer ce que dit Xavier. Hein. Rien n'empêche, évidemment, si par exemple on dispose d'un MUX avec 3 émetteurs, qu'ils soient SFN ou en MFN, d'en allumer qu'un seul, à la condition évidemment à nouveau que toutes les radios soient bien d'accord pour n'en allumer qu'un seul avec l'opérateur technique. Ce qui n'est pas possible, évidemment, c'est qu'une radio soit sur un seul et que les autres radios aient décidé d'en allumer 2, par exemple. Ça ne fonctionnera pas. Ou sinon, rien n'empêche, en effet, dans un premier temps, de décider d'allumer un seul émetteur, à titre peut-être de test, pour évaluer un peu comment les choses se passent. Voilà, sachant que, évidemment, comme le dit Xavier, qui peut le plus peut le moins, mais pas plus que le plus. Voilà. Merci Thibaut. Il y a une question qui vient d'arriver, qui fait suite à tout ce qu'on a dit, qui est intéressante. C'est une question qui demande s'il est envisageable d'élargir la zone de couverture prévue initialement. Ça, c'est un point intéressant et qu'il est important aussi de pouvoir clarifier. Thibaut? Oui, alors, donc, ce qu'il faut savoir, donc, dans les optimisations, hein, les optimisations, on va dire qu'il y a deux choses essentielles qui vont être analysées. Et la première chose essentielle de l'optimisation, c'est le déplacement, c'est-à-dire de trouver le site d'émission réel, de déterminer le site d'émission réel sur base des besoins de l'opérateur technique et des radios qui travaillent avec lui. Et donc, une fois qu'on aura ce site, évidemment, le fait de déplacer cette fréquence avec sa puissance, ça va avoir évidemment un impact et ça va générer probablement une forme de déplacement, de modification aussi de la zone de service qui était prévue initialement. Et là, le rôle, évidemment, du service d'échelon des fréquences, ça va être de faire en sorte que ce déplacement, d'une part, ne génère pas de perturbations pour les autres, évidemment, MUX aux alentours, mais aussi tous les MUX, évidemment, des pays limitrophes, et aussi de faire en sorte que cette zone de service qui était déterminée d'un point de vue politique par le gouvernement ne soit pas une zone de service qui soit modifiée de telle sorte qu'on ne se retrouve plus dans la configuration qui était prévue au départ, c'est-à-dire le fait qu'on ait prévu qu'il y avait des radios locales avec une couverture locale et que par ailleurs, on a des réseaux à couverture communautaire et provinciale. Donc, il y aura dans l'optimisation d'abord la vérification du fait de s'assurer qu'il n'y ait pas évidemment de brouillage dans le déplacement et de s'assurer aussi que la zone de service reste dans une configuration qui était la configuration qui avait été imaginée au départ en termes de public touché ou de superficie. Il y aura 2 variables qui devront intervenir
pour garder une forme de proportionnalité dans le cadre de l'optimisation qui serait réalisée par rapport à la situation d'origine. Voilà. Donc, on ne peut pas évidemment transformer un MUX local en MUX provincial et encore moins en MUX communautaire, évidemment. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a, on a acheté la petite voiture pour faire un déplacement local. On ne peut pas demander a posteriori, après avoir acheté évidemment la petite voiture, de demander une Ferrari. Hein. Donc, ça, il faut en être conscient. On est évidemment dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire qu'on est évidemment ouvert, on va analyser l'impact que ce déplacement peut avoir. Dans un second temps, on pourra aussi analyser de voir quelle est la meilleure manière d'améliorer la zone de service telle qu'elle a été déterminée via ce déplacement. Mais on est dans une logique qui reste évidemment une logique à caractère local, ou sinon on reviendrait corriger l'esprit même de l'appel d'offres et de l'architecture déterminée par le gouvernement. Très bien, parfait, très clair. Merci Thibaut. Je propose qu'on avance dans les questions. Si jamais, voilà. Alors, c'est un point. Les questions que vous verrez en italique, ce sont les questions qui n'ont pas forcément été adressées, mais ce sont des questions qui viennent de nos réflexions au sein de maradio.be, après avoir discuté avec les uns et les autres. Et on a notamment sur Bruxelles évoqué, on l'a entendu, la possibilité de répéteurs de confort pour améliorer la couverture dans certaines villes. Est-ce que ce sont des éléments qui sont acceptables ou en tout cas techniquement réalisables, si tant est que tout soit sous contrôle et qu'on ait respecté toutes les procédures? Thibaut? Oui, alors donc c'est ce que j'expliquais dans le cadre des optimisations. En effet, rien n'empêche de vouloir tenter d'améliorer la zone de service, la capacité de réception au sein de la zone de service déterminée initialement. Toute la question, c'est de savoir en effet quel va être l'impact du positionnement de ces répéteurs. Voilà, on parle parfois de Bruxelles qui a déjà un émetteur à 2 kW. Placer des répéteurs, il faudra voir si ça n'a pas quand même des répercussions, par exemple, sur un bloc 12B qui est un peu plus loin, qui est un autre MUX local, parce que ça viendrait évidemment renforcer encore la puissance du SFN. Donc, ça n'est pas exclu. Ça peut tout à fait être envisagé à condition en effet qu'on respecte et qu'on évite les brouillages supplémentaires. Et puis se pose de toute façon la question du financement du répéteur, puisque les propositions et les fréquences qui ont été proposées dans le cadre de l'appel d'offres prévoient X émetteurs. Les choses ont été budgétées aussi de cette manière-là, Vincent Chapoulot l'a dit. Donc, améliorer la zone de service, ça suppose un effort financier de la part de la radio, a priori. Je veux dire, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a prévu une zone de service de toute façon déjà par définition plus large que n'importe quelle zone de service qu'ont pu connaître les radios indépendantes en FM. Donc, par définition, les zones de couverture sont élargies en DAB+. Alors, bien sûr, les zones de service ne seront pas parfaites, hein, ça, il faut s'y attendre, mais ça aussi, ça pourrait être évalué plutôt dans un second temps, c'est-à-dire lorsqu'on aura allumé les émetteurs, évaluer un peu si on a vraiment des zones blanches ou grises qui posent de réelles difficultés, mais par définition, en démarrant, normalement, un MUX a une couverture locale bien supérieure à tout ce qui peut et ce qui a pu exister en FM. Donc, on n'est pas dans une situation régressive. Donc, la question des répéteurs ne sera que du plus et du bonus quand on aura peut-être installé ce que déjà est prévu. Voilà. Très bien, merci Thibaut. Xavier, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, non ? Non, Thibaut a très bien expliqué ce que j'allais dire aussi. Parfait, très bien. On y revient. Quelles sont les modalités permettant de déplacer Eric, ici ? je vois dans le chat une question de Radio RLO. Ah, je ne la vois pas, moi.
dans la discussion. Dans la discussion. Ben, tu peux peut-être la... Parce que Donc, RLO pose une question technique. Il est très difficile pour la province de Luxembourg de garantir une couverture, même impossible, de desservir les 3 radios du MUX Luxembourg à ce jour avec le DAB+, suivant les études qui auraient été faites. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Il y a une autre question de Laurent Dauphney après. Mais sur cette question du MUX Luxembourg. C'est difficile d'apprécier, je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce qui est impossible dans le... Peut-être qu'on peut donner la parole à RLO. Dans l'organisation du MUX. Après, si la question c'est le MUX ne correspond pas à la couverture FM actuelle des radios qui font partie de ce MUX, oui, mais donc ça c'était aussi le postulat de départ depuis le début, hein, c'est-à-dire que les zones de service des MUX locaux ne sont pas en tout point correspondantes aux couvertures qu'avaient les différentes radios qui font partie maintenant de ce MUX, donc des radios FM actuelles. Je ne sais pas si c'est ça la question. Vous pouvez... Oui, celui qui a posé la question peut prendre le micro. Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Ben voilà, ma question était simple. Nous avons eu plusieurs réunions, nous, avec les 3 médias en province de Luxembourg. Donc, il y a 3 radios pour monter sur le DAB. Donc, il y a dans l'image que vous avez montrée tout à l'heure de l'installation des émetteurs DAB, il y en a un vraiment dans le sud de Luxembourg et il y en a un autre du côté de Bastogne, je pense. Il y a 2 émetteurs. Et via ces 2 émetteurs, nous, ici, en se retrouvant dans la région de Libramont, on n'a pas possibilité de monter dessus parce que on n'aura pas de couverture. Donc, ce qui répond à la question précédente, enfin, à la réponse que vous venez de donner en disant que la couverture n'était pas ciblée par rapport à la couverture FM, alors il va être un peu très difficile qu'un média, admettons même Métropole, qui est vraiment lui de l'autre côté, il ne va pas couvrir sa région, donc je ne vois pas l'utilité après d'aller les mettre sur un DAB s'il ne couvre pas au minimum sa région. Allô? Oui, on a effectivement voilà. bien entendu. Et alors, on a eu différentes réunions. On a eu également une réunion avec, parce qu'il y avait un émetteur qui est fermé, le 12B, à côté de Neuchâteau de la RTBF, où il y a des installations qui étaient existantes, et lui qui couvrait la province de Luxembourg. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait déjà plus d'1 an, presque 2 ans maintenant que c'est en route. Et voilà, donc on a énormément de questions parce que il y aura un coût quand même. Donc si c'est pour aller payer quelque chose, ici on n'est pas dans le même cas de figure qu'une radio de Bruxelles ou une radio liégeoise où ils sont tous, je vais dire, un à côté de l'autre et ils couvrent vraiment leur région. Nous ici dans les Ardennes, on est vraiment ballonné, donc on est 3 radios, hein, on n'est pas 25. Et là, on a vraiment des gros points d'interrogation de voilà, comment on va pouvoir faire. Bien sûr, les 3 radios sont intéressés de monter en DAB, mais il faudra bien comprendre que des conditions où aller payer, moi, pour aller à Virton, dans la région d'Arlon, mais qu'on n'a pas notre couverture, on n'aura pas d'intérêt, on va être très difficile d'avoir des auditeurs dans la région d'Arlon, alors et de proposer un programme bien défini local en Centre-Luxembourg. Voilà la question également. Enfin, dans ce qui est proposé pour le moment, pour nous, on n'aura pas vraiment de solution, quoi. Enfin, même pour les 3 radios, c'est un petit peu difficile. En fait, donc, pour résumer, les propositions techniques qui existent en DAB+, ne sont pas optimum parce qu'elles ne couvrent pas votre zone de diffusion FM actuelle, c'est ça? Elle ne nous couvre pas nous, elle ne couvre pas les 3 médias qui sont là. Donc, où les émetteurs ont été cadastrés, ma foi, ils pourront peut-être être déplacés. Mais dans l'infrastructure que c'est mis pour le moment, aucune des 3 radios va pouvoir bénéficier du DAB. Voilà, c'est ça qui est un petit peu
On a déjà posé plusieurs fois la question et c'est ça qu'on s'était tourné également vers la RTBF, avec une personne qui gère des radios comme Nostalgie et de ça qui sont montées, où il y avait un émetteur qui pouvait couvrir toute la zone, pardon, qui est le 12B à côté de Neuchâtel. Donc voilà, je ne sais pas comment on peut répondre à cette question-là, mais en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, pardon, les 3 médias qui sont là en province de Luxembourg vont avoir très dur de monter sur le DAB parce que, bon, comme c'est présenté au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de possibilité parce que, je comprendrais que la radio de Métropole ne va pas les payer parce qu'il n'aura pas de diffusion chez lui, donc il ne va pas les payer à Bastogne alors qu'il ne va pas en FM à Bastogne. Ce n'est pas sa couverture. Donc, et nous, on ne va pas... Donc, on ne va pas pouvoir aller payer un émetteur sur Arlon alors que nous, on n'a pas des programmes pour émettre sur Arlon. Voilà. Voilà ma question. D'accord. Merci. Peut-être une réponse, Thibault. Oui, peut-être pour répondre, et puis Xavier pourra peut-être compléter. Donc, en effet, ce qui se passe. Alors, là où je suis un peu étonné, c'est que vous dites que les zones ne correspondent pas du tout aux zones des 3 radios. Normalement, il doit y avoir une correspondance, puisque quand même l'infrastructure et l'architecture MUX locale a quand même été constituée sur la base de l'existant en FM, en essayant évidemment de s'approcher le plus possible des couvertures FM. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, la décision qui a été prise, puisque la technologie numérique fait qu'on doit rassembler plusieurs radios sur une même fréquence, bon, par définition, ces technologies-là, en effet, dans des zones qui ne sont pas des zones à forte concentration de radios, étaient plus inadaptées que dans des zones, comme vous le dites, à Bruxelles, où on avait 17, 18 radios qui étaient à peu près sur une même zone. Bon, évidemment, la province du Luxembourg, on est dans quelque chose de beaucoup plus rural, c'est beaucoup plus complexe, mais l'idée était quand même de rassembler un maximum de radios sur un même MUX. Bon, donc on a sur le sud Luxembourg essayé que on puisse quand même avoir sur un même MUX plusieurs radios. Donc fatalement, en effet, une radio se retrouve avec une extension de sa zone de couverture, mais qui couvre aussi les couvertures des deux autres radios du MUX. Donc j'entends évidemment que ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas envie de couvrir les zones que vous ne couvriez pas précédemment, mais que couvrent les autres radios, et réciproquement pour les deux autres radios. Mais malheureusement, ça, c'est l'effet technologique, je dirais, du numérique, c'est-à-dire qu'on a un MUX sur lequel on essaie de rassembler les radios existantes qui veulent couvrir une zone ou une partie de cette zone. Mais l'effet, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, tout le monde doit couvrir une zone commune qui est ici, dans le cas de la province du Luxembourg, l'addition des zones des 3 radios existantes, si j'ai bien compris la question et la problématique. Mais ça, c'est inhérent, je dirais, à la technologie numérique, évidemment. C'était très compliqué de faire autrement. Je pense que la question est même impossible. Ou alors, il faut faire un MUX pour chaque radio. Mais est-ce qu'on n'a pas en fréquence? Thibault, je pense que la question est encore plus large que ça, parce que je connais un peu RLO, la radio Longues Oreilles, qui est à Bertry, si je ne m'abuse, à côté de Libramont. Et quand je regarde la carte que nous a repartagée Nicolas, on voit que cette région qui est là-bas, à peu près au milieu c'est à peu près central dans la province du Luxembourg, cette région-là que je connais assez bien, on voit qu'elle n'est pas couverte en fait. Donc j'ai l'impression que ce que veut nous expliquer René Collin, c'est que lui, sa radio, il se retrouve dans un MUX qui ne couvre même pas sa radio, sa couverture FM. Non, c'est ça? Je pense que c'est ça, si je peux intervenir et tenter de répondre. Effectivement, dans la province de Luxembourg, comme l'a dit Thibault, il y a une double problématique importante. D'une part, le relief qui ne facilite pas les choses. D'autre part, les zones de population qui sont assez écartées des unes des autres. Et donc, automatiquement, les émetteurs indépendants, enfin les stations indépendantes sont aussi assez fort écartées. Et donc, c'est un grand écart. Si on veut éviter, comme on l'a dit précédemment déjà ce matin, éviter de recréer un réseau à l'échelle provinciale,
en numérique pour les radios indépendantes, il faut réussir à découper la province d'une façon qui ait du sens. Alors, par rapport à la problématique exprimée par M. Collin, d'abord, il n'y a pas 3 radios autorisées comme on l'a vu sur la carte, il y en a 5. Et c'est bien là, à mon sens, toute une dimension du problème dont je parlais déjà tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit certain que les 5 radios qui ont un droit d'usage soient impliquées dans la discussion. On peut tout analyser en termes de modification. Il n'y a pas de mauvaise question. Il y aura peut-être des réponses négatives, mais il n'y a pas de mauvaise question à poser par rapport à ce qui est de faire une modification des caractéristiques techniques d'un multiplex. Il faut demander, on verra bien ce que ça donne. On ne répondra certainement pas oui à toutes les demandes, surtout si elles visent à couvrir toute une province. Mais il faut s'assurer, dans la communication, de faire participer toutes les radios qui ont un droit d'usage. Ici, en l'occurrence, 5. Et c'est assez important parce que rajouter des émetteurs, c'est très bien, mais ça a un coût qui va être répercuté sur tous les services autorisés. Et donc, c'est important d'avoir un accord. Pour nous, la seule façon de nous assurer qu'il y ait un accord et un consensus sur le projet, c'est d'avoir un opérateur technique désigné. On pourrait imaginer d'entamer une discussion en ayant toutes les radios présentes. C'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire pour la province du Luxembourg, mais je crois que ce n'est pas le lieu de le faire ce matin ici. Pour discuter, s'il y a des choses à discuter par rapport à des multiplex spécifiques, on peut le faire par après, je pense. OK. Très bien, merci. Merci, Xavier. Voilà, je propose qu'on avance dans les questions. De toute façon, je pense que les questions tournent vraiment toujours autour du même principe et que on a compris 2 choses, c'est que voilà, toutes ces interrogations, ces demandes, ces questionnements peuvent passer bien évidemment par le CSA qui réceptionne, qui débat, qui discute. Et puis, on arrivera derrière la deuxième phase qui est l'évolution technique demandée. Et ça sera analysé conjointement par le CSA et le SGAM. Et d'où l'importance, comme tu le rappelais, Xavier, de la centralisation auprès de l'opérateur technique désigné pour s'assurer vraiment qu'il y a consensus et que ça n'est pas une demande particulière, pour faire simple. OK. Je vous propose de retourner vite aux questions. Eric, il y a encore des questions qui sont arrivées entre-temps. Oui, mais ce que je proposais de faire, c'était peut-être de parcourir ces questions-là et de revenir aux questions qui sont posées dans le Q&R, parce qu'on voit que les questions, on revient là, les modalités permettant de déplacer les sites secondaires dans un MUX local. Je pense que ça fera partie des optimisations et des demandes de ce qu'on a déjà évoqué. Tout à fait. Et alors peut-être, Francis, là-dessus, justement, garde peut-être la parole, quid de la 5G et des perspectives pour le DAB+. Oui, alors, la 5G est un sujet qui traverse évidemment tout notre secteur. Alors, ce qu'on a prévu à ma radio, c'est de faire un webinaire spécifique sur 5G, perspectives pour le secteur de la radio. Voilà, on a décidé avec Eric d'organiser un webinaire chaque trimestre. On en a fait un le trimestre dernier sur la perception du DAB+, et l'évolution de son audience, etc. Ici, on le fait sur les radios indépendantes. Donc, on prévoit d'en faire un spécifique pour répondre à tout le monde. Ça ne concerne pas que les radios indépendantes, à la question de la perspective de la 5G par rapport au DAB+. Et ça sera dans le courant du mois de septembre. Eric, je pense que là, tu avais terminé les questions qui nous étaient arrivées sur le plan technique. Oui. Donc, c'est peut-être l'occasion de répondre il y a 3 questions complémentaires qui ne me semblent pas avoir été couvertes. Quand vous parlez de couverture, pouvez-vous préciser si vous tenez compte des différents types de captation? Je n'ai pas bien compris cette question, moi, en ce qui me concerne. À mon avis, c'est peut-être quelle est la référence de cette zone de couverture? Est-ce que c'est l'AFM? Si celui qui a posé la question veut bien préciser, peut-être. Ouais. On parle de couverture DAB+. Peut-être en levant la main, on peut lui donner la parole. Comme c'est un spectateur anonyme.
Ah, David, est-ce que c'est mobile ou en interne? Ok, d'accord. La couverture, est-ce que… Oui, oui, ça c'est évidemment. Bien, merci pour la précision, c'est important. Est-ce qu'on parle de couverture outdoor ou indoor? Peut-être Thibaut, pour la notion de zone de couverture. Oui, enfin, la zone de service, elle est calculée, donc ça c'était ce qui était disponible sur notre site, hein, donc c'est la zone de service, elle est calculée en fonction des champs, hein, et donc elle est déterminée. Donc indoor ou outdoor, peu importe, c'est un niveau de champ qui est déterminé pour montrer la zone de service. Donc l'indoor ou l'outdoor n'intervient pas là-dedans, on a déterminé la zone de service en fonction du niveau de champ, considérant qu'un certain niveau de champ, jusqu'à un certain niveau de champ, on pouvait, en théorie, recevoir correctement la radio. Voilà, c'est ça la zone de service. Alors évidemment, on sait bien qu'il peut y avoir des problèmes en indoor avec certains niveaux de champ en fonction des bâtiments, du relief, mais c'est la zone théorique déterminée en fonction du niveau de champ considéré comme acceptable pour recevoir la radio. Voilà. Okay. Mais mes compétences techniques s'arrêtent là. Mes collègues ingénieurs n'étant pas là. Ok. Une autre question qui a été posée par Melchior Di Gregorio et qui ne concerne pas forcément le CSA à mon avis, mais y a-t-il une prochaine date pour un prochain appel d'offres en DAB+, puisque par exemple dans le MUX liégeois, dit Melchior, il reste 7 places. Et ça à mon avis c'est plutôt du côté de Vincent sur l'idée d'un prochain appel d'offres ou pas. Il n'y a pour le moment pas dans les cartons, à ce que je sache, de nouvel appel d'offres. On va déjà essayer de lancer celui-là, enfin de le réaliser. Ce serait déjà pas mal avant de voir s'il faut lancer un nouvel appel d'offres. Donc pour le moment, ce n'est pas d'actualité de relancer un nouvel appel d'offres. Et s'il y a des intérêts sur des MUX qui restent disponibles, toujours recevoir ici des manifestations d'intérêt, mais pour le moment, il n'est pas ce qu'on n'a pas reçu. Hein. Et donc pour le moment, on se concentre sur la mise en œuvre de l'actuel plan de fréquence qui ne date que de 2019. Très clair. Merci Vincent. Je pense. Il y a encore une question, Eric, dans le Q&A, mais dans le chat, Laurent Dauphney qui demande si la RTBF diffusera les radios indépendantes dans les tunnels. Alors, je vais répondre à cette question. Alors, ce n'est pas la RTBF qui diffuse les radios dans les tunnels. Donc, ce sont les services publics routiers, régionaux. Donc, en Wallonie, c'est la Sofico. Pour la plupart des tunnels, il y a certains tunnels qui sont communaux, mais les longs tunnels appartiennent principalement à la Sofico. Et en région bruxelloise, c'est la région elle-même qui opère. Alors, au niveau de ma radio, nous avons fait sur ce sujet des tunnels plusieurs démarches vis-à-vis de ces comment dire, services publics. Nous avons à Bruxelles uniquement pour le moment un MUX francophone et un MUX flamand qui est diffusé. On en a demandé plus, on n'en a pas encore reçu de réponse. Donc, on a fait une demande d'avoir partout 3 MUX, c'est-à-dire le MUX 1 et le MUX 2 et le MUX local de la ville ou de la région concernée. Voilà, on a fait cette demande à la région bruxelloise. On l'a formulée à la Sofico. Voilà, ça prend du temps et on compte sur le soutien de notre ministre pour appuyer ces demandes dans l'intérêt de toutes les radios. Donc, voilà, ce qui sera le cas. Hein. On va appuyer bien évidemment la démarche. Donc, on a bien entendu là-dessus ma radio dans les demandes par rapport au cabinet. Donc, ça a été bien entendu. Reste à mettre en œuvre le dossier. Donc, ça va être fait très rapidement. Mais on soutient bien évidemment cette démarche. Ça n'a pas de sens que les radios ne passent pas dans les tunnels, quoi. En tout cas,
déjà aussi pour Bruxelles, mais aussi s'il y a des problèmes ailleurs, on soutiendra en tout cas les radios. Et je pense que ce qui est important aussi de signaler ici, c'est que ce n'est pas forcément un problème philosophique ou politique. Là, on vient clairement à un problème budgétaire parce que ça a des coûts et qu'il faut que ça soit pris en charge par les différentes entités. Donc, je pense que c'est ça aussi qui si pas freine, en tout cas, rend les choses parfois un petit peu compliquées. Voilà, donc en tout cas, c'est un dossier qu'on a pris depuis pas mal de temps déjà en main et voilà, on le suit très clairement. Alors voilà pour les questions d'ordre plus technique. Je vais essayer de passer à la suite. Voilà, au niveau plutôt d'un ordre financier, demande de soutien divers et variés. Il y avait différentes questions qui sont intervenues, et notamment une première question qui était peut-on imaginer un mécanisme de soutien pour les frais de diffusion DAB+. Donc, il y avait le soutien pour les infrastructures, et là, peut-on imaginer un soutien pour les frais de diffusion en DAB+. Vincent ? On peut imaginer un mécanisme de soutien pour les frais d'exploitation. On peut toujours l'imaginer et il reste qu'aujourd'hui, quelle est la situation ? La situation de ce dossier, c'est que pour le moment, un soutien d'accès à l'infrastructure est prévu, vous le savez. On a déjà reçu, et c'est des demandes qui datent pas je dirais d'aujourd'hui, c'est des demandes récurrentes de la part des radios de pouvoir avoir un système d'aide sur l'exploitation, sur les frais d'exploitation du DAB+. C'est des demandes qui ont été formulées dès le départ, je dirais, du projet DAB+. Alors, c'est des demandes que l'on a bien intégrées pour le moment, en tout cas dans notre esprit, et on a bien reçu ces demandes. Je dirais que pour le moment, on est en train de réfléchir à des solutions qui pourraient rencontrer ce type de demande. Il faut savoir que ce n'est pas forcément quelque chose de très évident, mais il est inscrit, là je parle au niveau politique, il est inscrit dans la déclaration de politique communautaire que la transition numérique doit se faire et doit se faire sans préjudice, je dirais sans préjudicier en tous les cas aux opérateurs les plus faibles, et je pense ici effectivement assez naturellement aux radios indépendantes, qui sont généralement des associations qui ont assez peu de moyens. Donc la demande, elle me semble légitime. Je pense qu'il faut pouvoir y réfléchir, il faut pouvoir avoir aussi comment budgétairement, au niveau des contraintes financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut y arriver, on peut y parvenir. Donc, moi, je détecte en tous les cas un axe sur lequel on travaille actuellement, et on a quand même on nourrit quelques espoirs, c'est sur justement la question de l'alimentation du fonds pour la transition numérique, qui peut permettre, dès lors qu'il est alimenté, pour le moment il ne l'est pas, il faut le savoir, il est même en situation débitrice, et donc c'est un fonds qui est censé précisément aider les radios dans leur transition numérique. C'est une piste qui est envisageable. Pour l'alimenter, ce fonds est destiné à recevoir les recettes liées à la vente des fréquences du dividende numérique, 4G, 5G. Et donc, ça fait partie des discussions institutionnelles que l'on mène pour pouvoir alimenter ce fonds. Donc, c'est des questions qu'il faut quand même aussi un peu contextualiser ce dossier. C'est des questions qui datent de plusieurs années, voire presque 10 ans. Hein. Déjà, le dossier 4G, 5G, on a des décisions Codeco de 2011, 2013, 2018. Bref, le dossier a une certaine historicité. Les contacts avec le gouvernement fédéral sont assez intéressants puisque on a la question de la répartition de ces recettes entre l'État fédéral et les communautés est à l'agenda
il y a un engagement du fédéral pour remettre cette question à l'agenda d'un Codeco. Donc, on essaye de, comme on dit habituellement, on tend vers une solution sur ce dossier, ce qui pourrait ouvrir effectivement, et c'est l'objectif un petit peu, pas que, mais qui pourra en tout cas permettre de, notamment, ça fera partie sans doute, si on arrive à débloquer quelques fonds, en tout cas, ça pourra permettre d'alimenter ce genre de demande, ce genre de soutien. Voilà, quant à la forme du soutien ou à je veux dire, être plus précis là-dessus, ça me paraît difficile à ce stade, hein, parce qu'il y a beaucoup par ailleurs, de contraintes juridiques qu'il faut intégrer dans ce genre de mécanisme, notamment les aides d'État et autres. Donc, c'est quelque chose qui méritera une analyse. Mais en tout cas, voilà, sur le fond, on est tout à fait, on pense que ces demandes sont tout à fait, nous apparaissent de manière assez légitime. Maintenant, il y a aussi un deuxième volet de réflexion qui est de dire, voilà, en tout cas, je comprends qu'il y ait cette demande par rapport à une période déterminée, c'est-à-dire la période de lancement où il y a une difficulté d'amorcer aussi la pompe pour les radios indépendantes quelque part. Et puis ensuite, il y a le processus, il y a la deuxième phase qui serait un processus je dirais, à la fois de fonctionnement normal, et puis aussi sans doute il y aura le basculement à terme aussi vers le DAB+. Donc, et là, je veux dire, le niveau de rentabilité en quelque sorte de ces radios leur permettront en tout cas d'amortir les coûts récurrents hein, qui ont été, je crois, qui sont évalués à voilà, 150 € par mois. Ça paraît effectivement des montants relativement faibles. Mais voilà, donc voilà en tout cas la situation pour le moment de nos réflexions à ce sujet. Donc on n'est pas tout à fait contre, on pense que ça peut être un mécanisme d'aide basé sur une période temporaire qui fera l'objet d'évaluation évidemment. Et surtout, se pose la question pour nous de l'alimentation du fonds pour l'aide à la transition numérique via les problématiques supérieures, entre guillemets, à l'échelle supérieure au niveau des différentes entités concernées, c'est-à-dire au niveau de l'État fédéral et des rapports que l'on peut avoir avec l'État fédéral. Donc voilà, on est prudent sur ce dossier, sur toutes les questions de frais sur la partie finance, c'est un peu ça ma réponse. Hein. C'est-à-dire que là, je globalise un petit peu toutes les questions, où pour le moment, on est sur un régime d'aide sur l'infrastructure qui est posé, et pour les frais récurrents ou pour les frais additionnels, il faudrait se baser sur le fonds, sur l'alimentation du fonds d'aide à la transition numérique. Et puis, il y a par ailleurs aussi la perspective budgétaire pour l'année suivante. Donc, on pourra toujours intégrer, s'il y a des demandes spécifiques après optimisation, par exemple, on parlait tout à l'heure de coûts exceptionnels après optimisation. S'il s'avère qu'il y a des demandes justifiées, fondées, après analyse à la fois du SGAM et du CSA, on peut toujours, nous, réfléchir au niveau du gouvernement à soutenir des demandes particulières pour l'année suivante au sein du gouvernement. Mais c'est des questions, et les réponses surtout ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à une décision collégiale qui relève du gouvernement. Merci Vincent. Vincent, il y a Eric qui fait remarquer que dans le NO-Ouest, les coûts sont évidemment, du fait qu'il n'y a que 5 radios, les coûts par radio sont supérieurs et sont de l'ordre de 600 € par mois par rapport aux 150 € de la question qui a été posée par une autre radio ici, probablement avec un MUX qui est plus rempli. Et c'est vrai qu'il faudra probablement moduler l'aide si le gouvernement la décide un jour. Et on l'appelle évidemment de nos voeux à ma radio, la moduler en fonction du nombre de radios, puisque le principe, il y a un coût fixe, et puis au plus il y a de radios, au moins ça coûte cher, et au moins il y a de radios, plus ça coûte cher. Ça me paraît logique. Voilà, je pense qu'on a fait cette précision. Il y a encore David de toujours le NO Ouest, non, Brabant Wallon Ouest, pardon, cette fois. Nous avons calculé le coût de diffusion DAB+, il y a 3 services sur le MUX, les frais de diffusion DAB+, pour nos radios n'est pas viable financièrement.
C'est clair que ça revient à la remarque qui vient d'être faite pour les radios qui comportent peu de radios, pour les MUX qui comportent peu de radios, c'est moins supportable que pour les autres et qu'il faudra probablement moduler l'aide si elle est décidée. Ok, je pense que effectivement Vincent a bien répondu sur le principe des aides. Oui, il y a encore toujours dans la discussion, là, il y a encore deux remarques dans le même sens. Yves Castel qui dit à 2 radios, c'est encore pire, évidemment. Clairement. Alors... Et ça retient certaines radios de se lancer, dit Christophe. Une proposition qui était, et on en avait parlé déjà avec le cabinet, mais une piste de réflexion qui pouvait être à un moment donné une possibilité de garantie de la Fédération Wallonie-Bruxelles en cas de défaut de paiement à l'opérateur d'une des radios d'un MUX. Parce qu'évidemment, si cette ASBL prend en charge les coûts de diffusion, mais que un des éditeurs ne paye pas sa facture, ben, c'est l'opérateur quelque part qui est pénalisé. Donc l'idée était peut-être d'imaginer un système de garantie comme on a pu le voir naître comme ça pendant la crise que nous venons de vivre, que les gouvernements ont garanti certains prêts ou certains paiements. Voilà, c'était une piste aussi de réflexion à adresser au cabinet et au gouvernement. Et puis une question là qui était un peu plus pragmatique, mais c'était une question quant à l'utilisation du solde de l'enveloppe dont on a parlé, prévue pour les infrastructures, dans le cas où il y avait des MUX qui ne se lançaient pas, qui n'étaient pas opérationnels. Et donc finalement, cette enveloppe ayant été calculée sur la base de la totalité de ces MUX, est-ce qu'il ne resterait pas un solde qui pourrait permettre de financer à ce moment-là des émetteurs de confort ou d'autres surcoûts, en tout cas, qui pourraient intervenir dans le cas de déplacements et autres. Ça, c'était une question. Est-ce que là, techniquement, Vincent, c'est quelque chose d'envisageable? On doit faire... on fera donc l'échéance pour rentrer les dossiers de demande d'autorisation sur l'infrastructure, c'est le 15 juin, si je ne m'abuse. Je ferai donc nous ferons, le cabinet et l'administration, et sans doute avec le CSA aussi, un tour d'horizon sur la situation de chaque dossier pour voir ce qu'il en est. Je n'ai pas pour le moment je n'ai pas de position arrêtée sur cette question pour le moment. Je pense qu'il faut que nous fassions un état des lieux à l'issue de cette procédure. Je ne souhaite pas, pour être très clair, que la procédure d'aide à l'infrastructure soit renouvelée indéfiniment. Donc, je souhaite que la situation soit réglée rapidement, en fait. Et donc, je ne sais pas quelle sera la position du cabinet au terme de l'échéance du 15 juin. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais affiner, en tous les cas, avec les administrations concernées et le CSA, avoir l'éclairage aussi du CSA pour voir quelle sera la meilleure attitude à adopter. Et donc, le conseil que je pourrais donner, parce que vous avez entendu les différents intervenants, vous avez entendu précédemment sur les questions techniques, l'administration et le CSA. Je pense qu'il est très clair que pour trouver des solutions techniques à des difficultés qui se posent, il faut d'abord un opérateur de réseau. Il faut d'abord constituer cet opérateur de réseau pour pouvoir parler de manière je dirais, pour amener en tout cas les garanties que la position qui est exprimée est celle qui représente l'ensemble des radios qui sont sur le MUX concerné. Je pense que on a prolongé le système, ça fait 2 ans que le système existe, on l'a prolongé d'année en année. Cette année, ça a été, au niveau des discussions gouvernementales, je ne vous cacherai pas que ça a été difficile.
Et donc, je suis assez… je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que les radios ont intérêt à laisser de côté leurs antagonismes particuliers pour essayer de réfléchir à leur intérêt et à faire prédominer leurs intérêts. Et à mon sens, leurs intérêts, c'est quand même de monter, de prendre le train, comme vous l'avez dit en introduction. Donc, et les solutions, elles pourront, je veux dire, on est autour de la table, autour de cette table virtuelle. Je pense qu'on est tous de bonne composition et on veut tous rechercher des solutions constructives. Voilà, on n'est pas là pour, je pense que ça ressort bien de ce webinaire, on n'est pas là pour laisser tomber les uns et les autres. Ce n'est pas l'objectif. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, plutôt que de réfléchir sur des défauts de paiement ou sur des enveloppes non liquidées, moi, je préfère réfléchir, en tout cas jusqu'au 15 juin, à trouver des solutions pour que les radios proposent au CSA un opérateur de réseau, désigne un opérateur de réseau et puissent bénéficier de l'enveloppe pour laquelle on s'est battu quand même, entre guillemets, pour la reconduire. Donc, ça nous ferait quand même assez plaisir, entre guillemets, de voir que ce sur quoi, en tout cas sur l'existant, sur quoi on peut s'appuyer, puisse être utilisé. Parce que là, ce serait vraiment, je trouve, un véritable gâchis. On peut entendre les inquiétudes. Hein. Donc, les inquiétudes que j'entends et que je lis dans ce webinaire, elles m'apparaissent aussi tout à fait légitimes. Mais voilà, on a le CSA et le SGAM qui sont à disposition par rapport à ces inquiétudes pour y répondre. Je pense que s'il y a des radios qui ne font pas partie d'une zone de couverture, dans le cadre des optimisations, je pense qu'il y a des réflexions et des solutions peut-être techniques qu'on pourra trouver tout simplement. Mais évidemment, avant d'y répondre, encore faut-il, commencer par le début, c'est-à-dire d'avoir un opérateur de réseau. Merci Vincent. Juste peut-être pour rester sur ce point-là, petite question un peu pragmatique mais qui est intéressante. En tant qu'opérateur, donc opérateur technique, quel est l'impact si une radio se retire du DAB+, vis-à-vis du subside perçu et qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Sous réserve sous réserve de l'expertise de Thibaut en la matière, mais je dirais que si on accorde un subside, les principes juridiques sont quand même les suivants. Si on accorde un subside à une fin particulière, si cette fin particulière n'est pas rencontrée, le subside doit être remboursé. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, je pense que je ne vois pas de raison personnellement de déroger à ce principe. Ok. Autre question? Juste peut-être pour préciser, pour répondre à cette question, donc, ce que dit Vincent est tout à fait juste. Alors, on a deux cas de figure, en effet, où la radio a reçu le subside, elle a chez elle et finalement décide de se retirer, évidemment, il y a remboursement. Après, on peut avoir l'autre cas, et c'est pour ça que les subventions ont été versées en one shot pour être versées ensuite à l'opérateur, c'est-à-dire que le subside a été versé à l'opérateur au moment où la radio se retire. Dans ce cas-là, l'opérateur, lui, évidemment, comptait sur cette part de subvention pour financer son infrastructure. Donc, dans ce cadre-là, pourrait la conserver à la condition, évidemment, que toute nouvelle entrée d'un nouvel opérateur dans le cadre d'une nouvelle radio, dans le cadre d'un nouvel appel d'offres complémentaires, par exemple, l'opérateur ne pourrait plus réclamer, et ça c'est ce qui était bien imaginé dans l'aide, l'opérateur ne devrait plus réclamer des aides en infrastructure, des radios complémentaires, des radios qui viendraient compléter le MUX dans le cadre d'un appel d'offres complémentaire, puisque l'opérateur aurait, lui, reçu un financement complet pour l'amortissement de son infrastructure. Donc ça, c'est la logique un peu du système de France du subventionnement qu'on a installé, qui est un peu particulier, en effet, puisqu'on est sur des MUX qui ne sont pas complets au niveau des radios, et c'est bien pour ça que le système prévoyait que l'aide était attribuée par division du nombre de radios. Le montant total nécessaire à l'infrastructure était attribué par division du nombre de radios du MUX. Voilà. Ok, on va peut-être avancer parce qu'il nous reste officiellement
10 minutes. Il y avait encore deux questions qui sont liées, qui viennent de Melchior. Peut-on objectiver le reste de la bande passante à d'autres infrastructures? En gros, donc transvaser de la bande passante non utilisée, j'imagine, à d'autres infrastructures. Et peut-on revendre la bande passante restante dans un MUX à d'autres structures? Voilà, comme ça, évidemment, ça diminue les coûts, mais j'imagine que c'est bien plus complexe que ça. En fait, oui, c'est une excellente question. En ce qui nous concerne, pour le CSA et au regard du décret, tant que cette bande passante ne sert pas à émettre, diffuser un service audiovisuel, ce n'est en fait pas prévu dans le décret et donc a priori pas interdit. Mais je laisse mes collègues éventuellement ajouter des précisions. Alors moi, je ne serais pas aussi, aussi optimiste. Donc le droit d'usage, par définition, est incessible. Et donc la capacité qui a été obtenue par la radio voilà, pour faire de la diffusion ou pour utiliser la bande passante éventuellement pour faire de la publicité, pour introduire ce genre de... ce que permet le numérique, ce que permet la diffusion des DAB+, relève et propriété en tant que droit d'usage, évidemment, de la radio et de l'opérateur technique. Et donc, on est dans cette logique de non-cessibilité du droit d'usage en principe. Et donc, non. Par contre, utiliser la bande passante et l'exploiter en étant responsable de cette bande passante pour y diffuser de la publicité vis-à-vis de tiers, ça n'est pas interdit. Mais céder en tant que tel une partie de la capacité, ça me paraît juridiquement problématique. Oui, je dois ajouter la précision que ce que j'ai dit valait pour de la bande passante non attribuée au sein d'un multiplex. Et je crois que c'est la question posée en l'occurrence ici. D'accord. Là, ça n'est pas prévu, je pense. Oui, mais mais la bande passante non attribuée, en principe, relève de l'opérateur de réseau, qui, lui, de la même manière, n'est pas autorisé à la cession, en principe. Il OK. y avait encore une question de Christine Declercq, mais à laquelle on a répondu, je pense. L'appel d'offres actuel est-il complètement clôturé, puisque le comblage des places, évidemment, par d'autres radios permettrait de diminuer les coûts individuels par radio. Mais là, je pense que Vincent a répondu que ce n'était pas dans le pipe pour le moment. Il fallait d'abord lancer les MUX avec les radios autorisées actuellement. Je pense que je ne déforme pas ta réponse de tout à l'heure, Vincent. Non, et je pense que c'est conforme à la ligne de ce que l'on a expliqué tout à l'heure aussi avec Thibaut par rapport au fait qu'une radio cesse d'exister, se retire du mécanisme. Il y a le maintien quand même du subside par rapport à l'opérateur de réseau, comme l'a expliqué tout à l'heure Thibaut. Je vois qu'il y a une question, si je puis me permettre, je vais y répondre directement, sur l'aide supplémentaire se dessine-t-elle pour les télévisions locales et si c'est le cas, quid des radios locales en fonction de l'égalité de traitement et du principe de non-discrimination? Alors, je vais répondre que les télévisions locales, c'est un service public et donc ils reçoivent une dotation publique en raison des missions de service public qui sont mises à leur charge, contrairement aux radios indépendantes privées qui n'exercent pas de mission de service public pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça reste des médias, mais un média, ce n'est pas que du service public. C'est aussi une activité commerciale. Et donc, on ne peut pas comparer des pommes et des poires en d'autres termes. Il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination. Ce sont deux catégories d'opérateurs qui sont dans des situations totalement différentes. Par ailleurs, c'est un média télévisuel, on parle d'un média télévisuel, et de l'autre, on parle d'un média radio avec des couvertures par ailleurs aussi différentes. Voilà. OK. Merci. On
continue à avancer, mais je pense que de toute façon, on a résumé le principe de l'aide demandée, et Vincent, tu as été clair là-dessus. Alors, j'essaie de... Eric, Oui. est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport justement à l'aide et au calendrier, puisqu'il y a une date du 15 juin qui est mentionnée et qui est importante. Avant de pouvoir rentrer son dossier au ministère pour obtenir le financement, il faut obtenir l'autorisation, la désignation de l'opérateur technique. Cette désignation doit se faire par le collège d'autorisation et de contrôle. Donc, même si on parvient dans beaucoup de cas à accélérer des procédures administratives, comme on l'a déjà fait au cours de l'année écoulée, avec des bons résultats, les réunions du collège prennent un certain temps. Nous avons prévu une réunion à distance du collège juste avant la fin de l'échéance, mais les documents de désignation d'opérateurs techniques doivent nous parvenir idéalement pour, je dirais, jeudi matin au plus tard de la semaine prochaine. C'est donc très, très court. Il y a quelques multiplex qui sont en train de se former. Nous recevons des documents au compte-gouttes pour l'instant. Donc, je voulais mentionner cet élément de calendrier. Je crois que c'est une bonne occasion puisque beaucoup de gens sont là. Merci. Clairement, oui, tu fais bien. C'est vraiment très important. Voilà, bon, on a, je pense, bien résumé la philosophie, et Vincent a pu exprimer la position du gouvernement par rapport aux aides, aux finances et aux aides demandées. Donc, effectivement, il n'y a pas de porte fermée, mais tout ça doit être analysé, réceptionné et traduit vraiment de manière très claire dans le budget et dans la philosophie du gouvernement. Je vous propose de rapidement passer au point juridique. Et là, j'ai vu qu'il y avait une question dans le Q&A, une question qui rejoignait ça. Quid des droits d'auteur, hein, parce que c'est souvent revenu, les droits d'auteur supplémentaires, des droits d'auteur qui pourraient intervenir et qui seraient différents de ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est une question qui est revenue. Francis, peut-être un petit point là-dessus, parce qu'on avait eu ces discussions déjà là-dessus. Oui, alors logiquement, on est dans un simulcast qui n'est pas censé augmenter le bassin de population de la radio, le bassin local de population de la radio, même si, comme l'a dit tout à l'heure Thibault, normalement, le DAB+ permet d'avoir au moins ce qu'on a en FM. Mais en tous les cas, sur le principe, et je parle sous le contrôle des juristes qui sont parmi nous, il n'y a pas de supplément de droit d'auteur ou enfin de droit à payer du fait qu'on est en simulcast, puisque un auditeur qui écoute en DAB+, il n'écoute pas en FM simultanément, c'est pas possible. C'est toujours la même personne. Et donc, il n'y a pas normalement de droit supplémentaire à payer, sauf évidemment à ce que la zone de diffusion, le bassin de population s'agrandit. On sait que pour certaines sociétés d'ayant droit, ça intervient dans le montant. Ça, c'est mon explication, ma réponse, mais je laisse parler peut-être d'autres intervenants pour répondre à cette question juridique. Alors, ce n'est pas du tout de notre ressort en tant que tel, donc je vais, s'il y a des questions, je crois qu'il faut les renvoyer à la SABAM. SABAM qui centralise d'ailleurs depuis peu de temps la collecte pour la CIMIM et Playrite également, donc ça simplifie beaucoup les démarches et les points de contact. Mais de ce que nous en avons compris, la SABAM va prendre en compte évidemment l'augmentation du bassin de population couvert par le DAB+, mais de façon très progressive, en appliquant une remise sur ces frais-là, qui correspondra à la montée progressive en équipement. Je n'ai absolument pas les chiffres. Ça, c'est vraiment, je crois qu'il faut poser la question à la bonne personne. Et donc, c'est vis-à-vis de la SABAM qu'il faut s'en enquérir. Je pense qu'ils sont assez transparents sur ces questions-là. Et comme toujours, c'est comme avec nous, il faut toujours mieux entamer un dialogue plutôt que de rester dans son coin à se poser la question. Merci Xavier. Une autre question qui est intéressante, qui nous avait été adressée,
Que se passe-t-il lorsqu'une radio n'arrive pas à trouver d'accord avec l'opérateur désigné par le CSA? Donc là, j'imagine qu'il y a un opérateur désigné qui a été désigné par les tiers, mais pour des raisons X, Y ou Z, je ne sais pas, est-ce que c'est lors de la signature d'un contrat, lorsqu'il y a la clarification d'un montant ou d'un budget, ben, finalement, in fine, il n'y a pas d'accord. Donc, que se passe-t-il à ce moment-là? Excellente question. Alors d'abord, peut-être sur les termes, le CSA ne désigne pas ex nihilo un opérateur. L'opérateur est désigné par les services qui disposent d'un droit d'usage. Le décret, dans sa dernière mouture, fixe un seuil de 80% des éditeurs autorisés qui doivent marquer leur accord sur la désignation de l'opérateur technique, ce qui évidemment laisse la porte ouverte à avoir des éditeurs qui pourraient être en désaccord avec cet opérateur. Mais là, il y a une autre mention du décret qui oblige en fait l'opérateur à traiter de manière égale tous les services qui sont autorisés sur ce multiplex. Et donc, là, je pense qu'on sert à nous d'intervenir pour faire une médiation si nécessaire, pour objectiver les choses. Après, je ne sais pas exactement. Le cas ne s'est forcément pas encore présenté. Il vaut mieux nous contacter et on essaiera de trouver une solution, je pense. Oui, encore une fois, Xavier, hein, donc mieux vaut passer par les services du CSA dans le cas d'interrogation, de questionnement, de problèmes, parce que vous serez là à ce moment-là pour tenter de trouver et dégager des solutions. Tout à fait, c'est notre rôle. Ok, voilà pour les questions juridiques, mais tout étant un peu mélangé, on avait abordé pas mal de thèmes finalement dans l'aspect financier aussi et dans le côté déploiement technique. Il y avait encore une dernière partie rapide qui concernait une demande de... Alors, voilà, il faut le temps que ça bouge. Voilà, il y avait une question assez claire sur des demandes de chiffres et qui était, pourriez-vous, pour les 3 années 2018, 19 et 20, nous communiquer le nombre de récepteurs domestiques qui ont été vendus en Fédération Wallonie-Bruxelles en précisant A, les émetteurs qui captent l'AFM et le DAB+, B, l'AFM mais pas le DAB+, et C, le DAB+, mais pas l'AFM. Et donc là, je vais céder l'écran à Francis. Alors, oui, pour répondre à cette question, d'abord, on a, vous allez le voir ici, une réponse partielle à cette question. Voilà, on a GFK qui mesure dans toute une série de pays européens à l'échelle nationale. Hein. Il n'y a pas de mesure à l'échelle de nos communautés linguistiques belges. Donc, pour l'ensemble de la Belgique, Tu peux te on mettre a en ici… plein écran. Oui, pardon, je vais le faire à l'instant. Top, je dois bouger mon écran. Voilà. Merci, Eric. Donc, vous voyez le nombre de récepteurs domestiques qui ont au minimum le DAB+. Hein, donc, ça n'exclut pas l'AFM ni d'autres, le Wi-Fi, par exemple. Vous voyez la progression 2018, 19 et 20. Sachant qu'en 2020, on est dans une année Covid avec des magasins qui ont été fermés pendant une partie de l'année, ce qui, vous le voyez, a fait chuter le nombre de récepteurs vendus. Donc, l'année 2020 est un peu particulier. Et puis, il y a le nombre de récepteurs domestiques qui ont au minimum l'AFM, mais qui n'ont pas le DAB+. Ça, c'était pour répondre aussi à la deuxième question. Par contre, on n'a pas, c'est pas monitoré les récepteurs qui, c'était quoi la troisième question, qui ont… Qui font le DAB+, mais pas l'AFM. Mais pas l'AFM. Bon, ça, ce n'est pas monitoré, donc on n'a pas la réponse. Et puis, ça nous permet aussi de voir l'évolution du pourcentage de récepteurs domestiques avec le DAB+, qui croît. Alors, si on fait une projection, c'est une projection de ma radio. Là, on n'est plus dans… Ce n'est pas GFK qui fait que de l'observation. Voilà,
voilà, on a fait une petite régression linéaire statistique et vous voyez ce que ça donne en 2021-2022 pour les récepteurs DAB+, et pour les récepteurs FM, sachant que la transposition de la directive européenne des communications électroniques qui a été transposée pour les voitures, mais pas encore pour la partie récepteur domestique, puisque là, c'est une faculté de chaque État membre de l'étendre. Il y a un accord de principe dans les deux communautés pour que ça se fasse, mais ça doit encore se faire, et on devrait arriver à donc 100% de récepteurs qui peuvent capter le DAB+, et plus de récepteurs qui ne peuvent capter que l'AFM, qui est une aberration évidemment à la fois économique et écologique de vendre encore ce type de récepteur aujourd'hui. Pour les voitures, ben là, la directive européenne est d'application depuis fin 2020 et là on est dans quasi 100% des voitures maintenant qui sont équipées standard ou en option. Il y a encore des marques qui le font payer malheureusement, mais c'est construit en usine avec l'équipement DAB+. Et puis, j'ai remis ici les auditeurs qui sont déjà équipés. C'est ce qu'on avait revu dans le passé avec une projection qu'on a faite sur base de déclaratifs 2020 des personnes qui se sont déclarées prêtes à s'équiper certainement. On devrait être dans les alentours de 30 à 33%, donc à presque un tiers des auditeurs qui seront équipés l'année prochaine, et on devrait approcher les 40% sans doute en 2022, sachant aussi que quand un auditeur est équipé, il écoute plus la radio. C'est une des raisons pour lesquelles c'est évidemment une technologie intéressante. C'est une technologie numérique qui entraîne une fréquence d'écoute assez importante et une durée d'écoute aussi importante, très proche de l'AFM en fait. Et donc, la part de marché de DAB+, est souvent supérieure au taux d'équipement. Merci Francis, je crois que ça répond effectivement à la question qui nous avait été posée. Je vais revenir sur le slide qui est vraiment la conclusion, la fin du slide. Il y avait encore deux questions que j'ai vues arriver et qui nous ramènent un petit peu à la discussion sur la désignation de l'opérateur technique qu'évoquait Xavier tout à l'heure. Donc la règle des 80%, c'est Philippe Salah qui pose la question, la règle des 80% bloque la possibilité de développer un MUX. Qu'en est-il, j'imagine, de cette règle et du maintien de cette règle? Mais je pense, Xavier, que tu avais complété ton propos en disant qu'il y avait possibilité, même en cas de blocage, d'avoir des discussions et une intervention du CSA là-dessus. Oui et non. Là, notre rôle n'est pas non plus de faire de la médiation pour la désignation d'un opérateur technique. Bon, ça ramène à la question du consensus entre les radios. En fait, la désignation d'un opérateur technique et le lancement en DAB+, n'est pas une problématique technique, c'est une problématique de réussir à créer une plateforme d'entente où chacun des éditeurs participants se sent entendu et respecté et en confiance. Et c'est évidemment plus difficile quand le nombre d'éditeurs autorisés sur un multiplex augmente. On le voit bien, partout où il y a plus de 3 éditeurs, c'est assez difficile. Donc, on était, avec la version du décret datant de 2018, on était à un consensus complet qui était requis des éditeurs. Le niveau de consensus a été abaissé à 80% pour faciliter les choses, sur base de suggestions, je pense, qui sont venues du secteur directement auprès du cabinet et aussi du CSA. Maintenant, si on continue à abaisser ce seuil,
est-ce qu'on aura encore vraiment un consensus entre les éditeurs autorisés sur le multiplex? C'est une question d'ordre philosophique, j'entends, mais ça ramène quand même au sens qui est le fait de mettre en place une infrastructure de diffusion partagée est un effort commun. Il faut s'entendre. Les réseaux privés ont réussi à le faire avec cette notion de coopétition qui est assez juste. Je crois que les enjeux sont assez importants, hein. C'est la numérisation de la diffusion hertzienne, parce que la FM ne sera pas là éternellement. C'est pour les radios indépendantes une augmentation quand même de la zone de couverture de manière systématique. Il n'y a personne qui y perd. Et donc, il y a un moment où il faut s'entendre, je crois. Oui, tu as raison, Xavier, et on est vraiment bien placé pour le rappeler. Francis le disait tout à l'heure, la création de Ma Radio, c'est ça en fait. Le point de départ de la création de Ma Radio, même si c'était loin d'être simple, et je me souviens à l'époque, on avait tous des fonctions différentes et on travaillait dans des groupes qui étaient différents. Mais voilà, Francis s'en souviendra. L'idée émanant à un moment donné de la RTBF de créer une structure pour soutenir la transition numérique, indépendamment de toutes les stratégies de produits et de positionnement, était complexe. On a réussi à le faire. Ça a pris très longtemps. C'était très compliqué. Ça a pris facilement 2 ans. On a des anecdotes, Francis, de prise de bec, de grosses divergences. Et finalement, à force de discussion, à force d'entente, à force de pas l'un vers les autres, on a réussi à faire ce qu'on a créé, qui est assez unique d'ailleurs. Hein. En Europe, on le dit souvent. La dynamique qu'on a mis sur pied, c'est aussi une affaire d'homme, c'est aussi une affaire de philosophie, mais c'est assez unique. Donc effectivement, c'est parfois, il faut mettre toute une série de choses de côté pour avancer, et c'est vraiment très important. Francis montrait le TGV tout à l'heure, il est parti. Il ne faut pas le rater. C'est vraiment important. Voilà. Je pense que nous avons couvert toutes les questions qui nous ont été adressées, tant en amont qu'en direct pendant cette un peu plus d'une heure et demie. Il y a une question marketing de Melchior sur le chat. Y a-t-il un budget de communication prévu dans les grands médias pour promouvoir le lancement du DAB de certaines régions? Là, Eric, tu vas certainement pouvoir répondre à cette question toi-même. Oui, alors, attends, j'essaie de voir. Y a-t-il un budget marketing? C'est la question de la promotion du DAB. Oui. Pour alors, les il y a un budget tout court, à nous de le construire en fonction de philosophie, de pistes, de plans médias, et de le répartir correctement. On l'a fait depuis le démarrage du DAB+, au sein de maradio.be. On sait aujourd'hui que voilà, on a rencontré les éditeurs, les opérateurs techniques locaux qui ont été reconnus pour nous avoir un maximum d'informations sur les moments de démarrage, sur les couvertures potentielles, etc., pour remettre au mois de septembre, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça prend du retard, hein, le démarrage prend du retard, donc on a reporté au mois de septembre, on va dire à l'automne, une communication générique globale pour l'arrivée des radios privées indépendantes dans le DAB+, on l'a reporté au mois de septembre, et donc effectivement, il y a un budget global qui vous sera présenté au fur et à mesure des semaines qui vont venir et au fur et à mesure du déploiement des MUX locaux. Et là, on rencontrera à ce moment-là les éditeurs concernés par le MUX pour remettre le projet de plan. Mais donc, il y a des budgets qui existent, il y a de l'espace publicitaire qui est consenti par des télévisions, il y a de l'espace publicitaire qui est consenti par l'ensemble des radios qui contribuent à cette dynamique. Vous avez pu voir des arrières de bus en Wallonie et à Bruxelles. Ça a été payé par le budget de Ma Radio. Donc oui, il y a des budgets qui existent. Après, on essaye de les répartir de manière efficace, le mieux possible et de manière la plus percutante possible pour que
la promotion fasse son effet. Et on préfère attendre que tout le monde soit on air, puisque, on le dit souvent, hein, une première impression ne se fait qu'une seule fois, il ne faut pas la rater. Donc voilà, mais on aura l'occasion, c'était un des points que je voulais mettre en conclusion, on aura l'occasion de revenir vers vous dès que vous aurez, vous, des éléments plus clairs sur les dates de démarrage des MUX concernés. Peut-être préciser la philosophie. Donc, le principe, Ma Radio a un budget marketing. Finalement, c'est d'ailleurs son premier budget, c'est un budget marketing. Mais qu'est-ce qui est dans ce budget-là? C'est peu d'espace publicitaire. Et il y en a un petit peu, comme l'a dit tout à l'heure, les culs de bus, comme on dit vulgairement, ont été financés, la campagne a été financée par Ma Radio, parce qu'il n'y avait pas possibilité pour les radios d'apporter ces espaces publicitaires. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la campagne 2019, les campagnes 2019, c'était 1 412 000 €, 2020, 2 844 000, et 95% de ces montants, c'est de l'espace apporté par les radios. RTBF et Réseau en l'occurrence, et les moyens de production sont financés par Ma Radio, la coordination, enfin tout le travail d'approche marketing est financé, la gestion de tout ça est assurée par Ma Radio. Et donc, dans le cas d'une promotion étendue du DAB+, aux radios locales, qui est l'intention évidemment de Ma Radio, il y aura le même principe, c'est-à-dire chaque radio apporte ses espaces pour promouvoir le DAB+, et c'est une contribution collective à la sensibilisation du public de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, il y aura, c'est toujours de l'apport mutuel, un apport créatif et de production assuré par Ma Radio, et un apport en espace apporté par chacune des radios, et un supplément d'espace assuré financièrement par Ma Radio dans les médias auxquels on n'a pas accès grâce aux apports des radios. Et Francis, pour compléter ça, que les choses soient claires, cette promotion ne vous coûte rien. Parce que j'ai effectivement entendu des points là-dessus en disant oui, et combien on va devoir payer? Il n'y a rien à payer, puisque cette promotion, vous en bénéficiez grâce à Ma Radio, à son budget et à la subvention que nous obtenons de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et au financement mixte également apporté par les radios, les réseaux, les radios de la RTBF. Et préciser aussi que, donc, en fait, pour avoir accès à ça, il y a une convention d'affiliation comme il y en existe pour Radio Player. Elle est gratuite pour les radios indépendantes. Il y a également une convention d'affiliation DAB+, qui est gratuite pour les radios indépendantes, qui est payante pour les réseaux et les radios de la RTBF. Donc, tous les services de Ma Radio sont entièrement gratuits pour les radios indépendantes, à partir du moment, évidemment, où elles sont membres de Ma Radio. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, c'est le moment de les poser, parce qu'on clôture gentiment, mais sûrement, on a déjà dépassé de 20 minutes le temps qui nous était imparti. Mais voilà, je pense qu'on a en tout cas eu une belle dynamique au travers de cette heure et demie, voire 2 heures que l'on a passé ensemble. Merci à tout le monde d'avoir participé, de vous être connectés un samedi matin. Merci à Vincent, Thibaut, Xavier d'avoir été là pour répondre de manière très claire aux différentes questions qui se sont posées. Juste un dernier petit point. Comme on l'a dit, je pense que la communication est importante, et donc les points de contact, ils sont très clairs au niveau du cabinet de la ministre pour des demandes qui pourraient arriver, comme on l'a vu, sur les demandes de financement, interrogations plus légales et juridiques, et puis tous les autres points, le CSA. On rappelle ici les adresses de contact, les adresses mail. C'est important, la communication et toutes les questions qui peuvent être adressées. Tout ne sera certainement pas possible, mais en tout cas, on a fait, nous, de notre mieux pour pouvoir mettre tout le monde autour d'une table virtuelle, comme le disait Vincent tout à l'heure, et pouvoir initier le dialogue, les discussions. Et je trouve que c'était très intéressant et très riche en questions et en réponses.
Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Francis, un petit mot pour clôturer, Monsieur le Président. Oui, ben, j'étais en train de le faire dans le chat. Je voulais vous remercier toutes les radios. Voilà. Je vois que nous sommes toujours le même nombre qu'au début. Donc, malgré le débordement de l'heure, nous sommes tous restés derrière notre écran Teams, non, Zoom ici, pardon. Voilà, c'était effectivement intéressant, je pense. J'espère que ça a pu aider les responsables des radios indépendantes à mieux appréhender le DAB+, d'avoir eu l'occasion de poser des questions, d'avoir des réponses. J'espère, je sais que tout n'est pas résolu pour autant. Il y a notamment la question du financement qui est aiguë, surtout pour les MUX avec peu de radios, hein, voilà, mais il y a une prise en compte et une légitimité dans cette problématique de la part du cabinet. Donc, je pense que le message est plutôt positif. On sait que c'est un long chemin, et tu l'as rappelé, Eric, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà, la perspective est belle de la numérisation du broadcast. C'est l'intérêt de l'ensemble du secteur de passer à cette bascule numérique en évitant de se diluer complètement uniquement dans une diffusion Internet qui est aussi coûteuse, qui change complètement la face du monde et de la radio, puisque là, on est dans un monde complètement différent et beaucoup plus sauvage que celui de l'AFM ou du DAB+. Voilà, on espère que ça vous a été utile et je voulais remercier Vincent Chapoulot du cabinet de la ministre des Médias d'avoir participé ce matin. On a fait cette réunion ce matin parce qu'on sait que beaucoup de responsables de la radio sont des bénévoles. Donc, merci à Vincent de s'être libéré ce matin. Merci à Xavier Jacques Jourion du CSA qui s'est également libéré ce matin. Et évidemment, à Thibaut Mulatin, également libéré ce matin du SGAM et des services médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, merci à toutes et à tous. Bon vent, n'oubliez pas, c'est urgent de répondre à l'appel pour les MUX locaux, la désignation des opérateurs techniques, si c'est possible encore ici dans les prochains jours. Merci à vous. Pour vous convaincre, le petit mot, c'est vous n'oubliez pas le DAB+, c'est ma radio, votre radio, mais en mieux. Voilà, il vous reste quelques jours, allez-y. Merci beaucoup, bon week-end à tout le monde et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas, nous sommes là aussi, nous, pour répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup, bon week-end, à très bientôt.